m'appelle Arthur de la Mauvinière, j'ai 37 ans, je suis guide de kitesurf. Kitesurf, il s'agit de se faire tracter par un gros cerf-volant. Ça peut être de manière différente sur des outils différents, que ce soit un surf directionnel, un twin tip, une planche qui va aller des deux côtés, ou sur terre, sur un espèce de gros skateboard, un mountain board, ou même sur la neige, sur des skis ou sur un snowboard. C'est le principe d'utiliser une grosse voile de même, au même titre qu'un voilier va utiliser une voile pour se faire tirer par le vent et remonter ou remonter le vent, se promener dans le vent à un endroit ou à un autre. On a choisi de partir faire un voyage à Shippagan avec 3 élèves à moi. On va prendre une vanne avec mon trailer en arrière, on va partir à 4 dedans et on va simplement voyager d'une traite jusqu'à Shippagan. Là-bas, on a loué une maison qui est sur le bord de l'eau. Donc on est au Nouveau-Brunswick et un petit peu au nord du Nouveau-Brunswick. Dans toute cette zone où on se retrouve avec des espèces de lagons un peu partout, une eau relativement calme, même si les vents sont très forts. On peut tout avoir, hein. On peut aussi aller chercher des vagues sur des côtés plus exposés en mer ouverte. Donc il y en a pour tous les goûts. Nous, on a vraiment misé cette zone-là pour des débutants intermédiaires avancés, le type d'apprentissage que je fais le plus souvent dans des voyages. Tout comme leurs cousins surfeurs, les adeptes du kitesurf sont toujours en quête du parfait plan d'eau, de conditions de vent optimales et d'horizons infinis. Aujourd'hui, Manuel, une étudiante universitaire, ainsi que Gaël et Laïf, un couple d'entrepreneurs de Montréal, auront fait 10 heures de route et même changé de fuseau horaire pour se mesurer aux baies de la péninsule acadienne et à l'océan Atlantique, qui leur réserve des vagues à sensations fortes. Moi, j'ai fait du surf et de la voile. À Montréal, c'est un peu plus limité, les conditions, bien évidemment, surtout pour faire du surf. Et je trouve que ça rejoint un peu des deux. Et l'adrénaline, bien sûr. Là, tu lui donnes une torsion au départ. Hop. On va faire comme ça. C'est la partie la plus dure de la journée. Ça ne dure pas trop longtemps. Le kitesurf se caractérise par une voile de cerf-volant gonflable en forme de C qui peut voler de 20 à 30 mètres dans les airs, là où le vent est plus puissant. En compétition, sa maniabilité permet aux athlètes d'exécuter des figures et des sauts libres en freestyle. Le kitesurf, c'est aussi du sérieux. Il a son circuit de Coupe du Monde. Et en 2018, il a fait son entrée aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, en Argentine. T'es prêt à relâcher si ça va vite, ok? On y va, calmement. Doucement, tire plus doucement. T'as vu, c'est monté plus vite que ce que tu pensais, là. Il n'y a pas besoin d'avoir une force physique particulière pour ça. Faut pas avoir les 2 jambes cassées, là. Faut être capable de bouger quand même. Mais je veux dire, bon, à part savoir nager, on enseigne à des gens de 70 ans et plus et ça marche. Et puis ils en font, ils sont heureux. Donc c'est pas particulièrement fatigant. Le tout est de choisir un bon setup. Il y a des sites pour apprendre qui sont plus compliqués que d'autres. Et donc voilà, on va privilégier des endroits où l'eau est peu profonde, avec des vents pas forcément trop forts. Et puis voilà, et puis l'apprentissage peut se faire doucement, tranquillement, sans que ça soit compliqué. D'abord, je les laisse se familiariser avec le spot, voilà, et vraiment de sentir un peu où s'il y a des endroits qui sont moins profonds que d'autres, où il y a des dangers, où est-ce qu'ils peuvent pratiquer ou pas. Et quand eux sont à l'aise, ils vont se déplacer vers moi petit à petit, venir me parler, me poser des questions, ils vont retourner dans l'eau pratiquer. Voilà, moi je reste au bord pour ça. Si ça va très très bien et qu'ils sont tous bien, à un moment moi je prends un kite et puis je vais me promener dans l'eau avec eux et je vais les driver dans l'eau, mais des fois ça intimide un petit peu, c'est pas toujours bon là, ça dépend pour qui. Voilà, là, voilà, ils apprivoisent le spot là. Ils sont intermédiaires, là, ils sont plus débutants. Normalement, ils savent remonter le vent quand il y en a suffisamment. Ils sont au stade où il faut consolider, c'est ça, leur remontée au vent et commencer après à essayer de sauter un peu avec la voile, à rider la planche retournée qu'on appelle toe-side,
des phases un petit peu plus évoluées où ça commence à devenir un peu le fun parce que voilà, ils savent vraiment aller d'un point A à un point B et qu'ils vont penser à d'autres choses qui vont être plus rigolotes à faire comme sauter et compagnie. Gaëlle, ça va bien, normalement son upwind elle là, il faut juste qu'elle ait un vent un peu plus constant. Leif, normalement aussi ça va. Manu, elle en fait depuis moins longtemps qu'eux, mais elle les rattrape là, elle est pas mal. Le vent te pousse dans une direction. Ce que tu veux, c'est être capable de le remonter. Parce que d'aller là où le vent va te pousser, tout le monde est plus ou moins capable de le faire. Hein. Tu te mets debout sur un canot pneumatique et puis tu vas finir ce qu'on appelle downwind ou sous le vent. Donc là où tu commences à vraiment te débrouiller en kite, c'est quand tu es capable de dire bon, ben, le vent il va dans cette direction, moi je vais être capable de me rendre loin là-bas, en faisant ce qu'on appelle tirer des bords, donc selon tenir un certain angle, dépendamment de la force du vent et de l'équipement qu'on a, qui va nous permettre en plusieurs coups de remonter plus haut. C'est ça qui fait qu'on peut laisser quelqu'un aller et se dire c'est bon, lui je sais qu'il peut aller là, il peut aller se promener où il veut, faire ce qu'il veut. Okay, so that just means you go too fast. That was too fast? Yeah, because if you finish downwind and you're fast, you go too fast. If you're full and you finish downwind, that means ça veut dire que tu allais trop vite. Ah oui? Ouais, il faudra juste faire ça ralentir plus vite. Allez, je te le ramène là-haut. Au pied pareil. Les vents sont un peu légers, mais ça y est. Et c'est bon d'être finalement dans la mer Atlantique en faisant. On est vraiment privilégiés. C'est vraiment notre bol privé ici. Il n'y a personne d'autre, donc on est vraiment gâtés. Alors là, je suis allé les voir un peu pour leur proposer différentes tailles de planches. Plus elle est grosse, plus elle va nous porter. Et donc quand le vent est faible, ça va être un peu mieux. Plus elle est petite, par contre, plus elle est maniable et plus c'est rigolo à jouer avec. Il y avait Manu qui commençait un peu à en avoir plein les jambes avec une 143. Donc je lui ai mis une 135 au pied. A priori, elle est très bien. C'est même mieux. Ça va être plus facile pour elle de hedger de tout ce qu'elle aura à faire. Moins fatigant dans les jambes. Gaëlle est encore en 143. Mais elle, je lui ai demandé comment elle était. Elle m'a dit, je suis correct. C'est quand vraiment, si elle se sentait pleine, je lui aurais donné une plus petite. Leif, lui, il est bien plein avec la grosse. Je pense que Leif, il pourrait avoir peut-être un peu plus petit, mais en même temps, ça donne un confort supplémentaire, la grosse, qui pardonne pas mal d'erreurs. Donc je vais attendre qu'il en ait quand même un peu plus dans la voile pour lui réduire la taille de la planche. Il y a plein de choses à penser, les positions de pied, le dos, la pression sur l'arnais, les pressions sur les bras. Donc, tu es tellement focus là-dessus. Donc, on ne pense pas de travail, pas de maison. C'est juste une clarité. Donc, à la fin de journée, on est fatigué parce que le niveau de concentration qu'on exige durant la kite, c'est vraiment spécial. Le ciel se couvre de nuages menaçants et Arthur ne perd pas de temps pour rappeler ses 3 élèves vers la terre ferme. Les vents sont bons, mais les risques de se faire emporter et de se noyer en dérivant sont réels. Toute rafale peut soulever la voile, la projeter au sol et causer des blessures graves ou même mortelles. Un manque d'humilité devant les éléments peut être fatal. Marche quand même un peu. J'étais en cours il y a un mois de ça et je disais aux gars, bon les gars, il y a des gros nuages noirs derrière. Là, je veux que tout le monde se rappelle qu'on a un largueur, ça va monter et ça peut monter fort. Et effectivement, j'ai senti que ça arrivait. 1 minute après, c'est rentré 35 des pofs à 40 nœuds et tout le monde s'est fait un peu brasser là. Le vent l'aurait poussé par là-bas, trop fort, et là on aurait dû aller le chercher. Ou il aurait fini au camping au fond. Faut pas qu'il y ait tout le monde à l'eau et qu'il soit loin. Faut pas prendre de chance. Et dans ces conditions, même jamais se dire bon, je vais rider un peu plus loin, même si ça commence à noircir, c'est là que c'est le pire. Je pense que je t'ai arrêté à temps, hein. T'aurais été chaud là. Comme ça dans l'auto, ouais. Juste toi, ton contrôle, la nature, c'est un sentiment de liberté. C'est, je sais pas, exhilarant. C'était magnifique. Tu t'enlèves 20 ans en nage.
C'est ça que je dis. Moi, j'ai 46 ans. C'est comme si j'avais 20 ans. Ça m'excite et il me fait peur en même temps. Chez Castel, notre priorité est de vous offrir des services de qualité en tout temps. 24 heures par jour, c'est... La ville de Shippagan se situe tout au nord du Nouveau-Brunswick, presque au bout de la péninsule acadienne, entre la baie des Chaleurs et le golfe du Saint-Laurent. La côte est de la péninsule est fascinante, découpée en une dentelle de baies tournées vers l'océan. Que ce soit en France, en Espagne ou en Californie, c'est ce type de relief où les eaux sont peu profondes et les vents sont cléments qui sont prisés par les kitesurfeurs. Au lendemain de la première sortie, Arthur part à la recherche des sites de kite qu'offre ce lieu magnifique qu'il découvre au Canada. Ça peut paraître complexe, la gestion justement de l'environnement et de la météo pour certaines personnes. Nous, on est arrivé à un certain point où c'est naturel, où on se lève le matin, j'allume une application, je vois il y a du vent, mon cerveau dit tout de suite, il sait dans quelle direction est le vent et donc où est-ce que je peux potentiellement aller. Je dirais que c'est plus simple pour nous maintenant, mais oui, c'est quelque chose de perpétuel. Même je regarde un film à la télévision et je vois les arbres bouger en arrière et je dis « Ah, il y a du vent ». Si je sais où est tourné le film, je vais dire « Ah, je saurais même quelle est la direction du vent ». Et tout de suite, mon cerveau dit « Ah, je sais à quel endroit on pourrait faire du kite avec ce vent-là ». Et on pense plus pareil. Je me lève au Nouveau-Brunswick, je vois la direction du vent, je dis « Ah, il y a ce spot-là qui va marcher aujourd'hui, ce spot-là ». Par contre, là, il faut regarder les marées, j'en aurais pas assez. C'est une manière de penser. Après, notre cerveau est prêt à prendre en compte tous ces calculs et on est capable rapidement de dire « Ah, là, ça va se passer ici, ça va se passer là ». Chose que, effectivement, les étudiants sont pas encore dans cette dimension-là. C'est pour ça qu'on est aussi là pour les aider à rapidement trouver le bon site et pas faire d'erreur là-dessus. Là, on est sur l'île de Miscou, presque tout au nord, un peu avant le phare. Voir s'il y avait un peu des vagues côté mer ouverte. Il y a du vent, le vent est fort, par contre il n'y a pas vraiment de vagues. Alors moi mes destinations je les choisis en fonction des conditions qu'on va avoir, premièrement en termes de plan d'eau. Pour tout ce qui est débutant avancé, à qui je vais apprendre simplement à remonter le vent ou à sauter ou des choses comme ça, on a besoin que l'eau soit le plus flat possible. Ça permet de libérer notre cerveau au niveau de la planche pour se concentrer sur ce qu'on fait avec la voile et donc finalement de démultiplier la vitesse d'apprentissage. Donc pourquoi on est venu ici? Parce qu'on a des plans d'eau qui sont plats et qui sont pas creux. Donc sécuritairement, je suis capable de laisser quand même rider les gens loin, même s'ils sont pas encore champions. Et ils sont toujours capables de revenir sans problème. Et puis de travailler voilà, tout ce qui est des mouvements de planche un peu compliqués ou des sauts avec la voile, avec 100% de concentration sur le reste et pas sur éviter une vague parce que justement le spot est flat. Arthur juge qu'il faudra attendre l'après-midi pour s'aventurer sur les sites côté mer. D'ici là, ses élèves s'exerceront sur la même baie qu'hier, qui appartient à René Jobin, propriétaire de l'école de kitesurf locale et pionnier des sports de voile et de glisse dans la région. Les riches attraits naturels font des îles de Lamec et de Miscou des destinations touristiques très importantes au Nouveau-Brunswick. D'autres, la majeure partie de nos clients, c'est vraiment des personnes de Montréal, Québec, Ontario. Et de plus en plus, on a aussi le monde de Moncton qui viennent se greffer à nous, Bathurst. Fait que c'est vraiment un bel endroit aussi pour l'apprentissage. C'est un de mes amis que lui est explorateur. Et il a pris une carte. Il a regardé la carte de Shippagan, il Lamec. Il a vu que ça avançait vraiment loin dans la mer. Il s'est dit, ça ne peut pas faire autrement qu'être bon pour, dans le temps, faire de la planche à voile. On faisait de la planche à voile, le kite n'était pas encore très populaire. La particularité de ce spot-ci, c'est que, comme aujourd'hui, on a un vent d'ouest, on est complètement à l'abri du vent, tout en ayant quand même le vent pour aider vraiment proche de notre spot de gazon. Fait qu'on a un beau flat water. En plus, on profite du soleil, parce que quand on a des vents d'ouest, on a en plus le soleil. Et c'est un spot vraiment unique, un peu, le monde vient un peu de partout pour venir aider notre spot de la piscine. Premièrement d'un kite, donc c'est le cerf-volant en lui-même qui est contrôlé par une barre
Une barre avec des lignes d'environ 24 mètres. Pour se connecter à son kite, il va avoir besoin d'un harnais qui va porter soit à la taille, soit en culotte. Ça va lui permettre de maîtriser toute la force de la voile avec le poids de son corps. Après, dépendamment des conditions, là, il va peut-être avoir besoin d'un wetsuit s'il fait froid, un wetsuit long, un wetsuit court, des bottillons pour se protéger les pieds, parce que souvent au fond de l'eau, des moules, des petites huîtres, des moules zébrés ou des rochers. Le vague, c'est un peu plus difficile, mais pour moi, juste avant de partir, si c'est peur ou appréhension, c'est juste le bruit et l'action qui m'attend. Ça m'excite et me fait peur en même temps. Donc, mais dès qu'on est sur la quête, c'est vraiment... je suis très content et plus à l'aise. C'est juste le 40 secondes d'avant. On peut dire que c'est un sport relativement jeune, ouais. Je pense que les premiers tests des gars, c'était en 90, 91, 92, des trucs comme ça. Les mecs ont fait des tests très tôt en se disant pourquoi pas se faire tirer par des gros cerfs-volants. Donc il y a des Américains, des Français qui ont fait des prototypes de gros cerfs-volants avec très loin de la technologie actuelle, mais avec des gros cerfs-volants qui tiraient de manière assez vulgaire, mais qu'ils ont utilisé pour se propulser plus ou moins gentiment sur l'eau avec des planches qui ressemblaient à des petites planches à voile dans le temps. Il fallait mettre de la recherche et développement pour avoir quelque chose qui était viable et sécuritaire. Il y a du monde qui ont dit on va mettre notre cerveau là-dessus parce que c'est quand même intéressant la dimension que ça peut prendre et ce qu'on va être capable de faire avec ça. Et ce qui m'intéresse le plus dans ce travail, je dirais que c'est d'être toujours à l'affût de toutes les nouveautés, d'être toujours, je suis en première ligne dès qu'il y a des nouveaux produits qui sortent, des nouveaux systèmes, des nouvelles inventions. Je suis toujours, je les vois tout sortir dès le début, je suis dessus, je les essaye, des fois je contribue à ce genre de choses. J'invente mes propres systèmes de temps en temps. J'aime le fait que je suis toujours souvent au courant des choses en tout premier, que j'ai testé les choses avant beaucoup de monde et que je vois l'industrie évoluer et d'en faire partie et de faire partie de cette évolution dans un certain sens. Bien sûr, c'est un sport extrême, il y a eu pas mal d'accidents et il y a eu malheureusement des morts. Et les accidents ont souvent lieu au décollage ou à l'atterrissage. On est encore proche du bord, proche d'un stationnement, et puis on a fait un nœud sur une ligne, quelque chose, une erreur souvent matérielle. Et la voile part un peu vite et les gens n'ont pas le réflexe de l'éjecter, qui est un des trucs de sécurité. Et donc ils veulent contrôler ou pas laisser aller leur voile dans un arbre, et donc là, essayent de réagir à ce qui est en train de se passer, alors qu'il ne faut pas, il faut simplement tout lâcher. Donc oui, c'est un sport extrême qu'il faut apprendre, encadré par des professionnels. Mais bon, moi, mon but, c'est de rendre quelqu'un le plus rapidement possible autonome, qu'il soit capable d'en faire tout seul le plus vite possible, parce qu'après, on peut faire ses classes un peu par soi-même. Tant que la sécurité est intégrée, après, il n'y a pas de problème. Blessé à la base. J'ai 4 hernies discales, je suis pas vraiment censé sauter. Ça fait longtemps que je dois arrêter ça. Le vent est variable. Fait qu'on jouait avec le power, depower. Prenait de la vitesse, perdait de la vitesse. Un peu peur ici et là. Mais en gros, une bonne pratique. J'aime vraiment ça. Ça a été un peu par rafale ce matin. Avec les vagues aussi. Oui, c'est vraiment un terrain de jeu incroyable parce que c'est pas profond.
T'as pas peur, puis le vent était de la bonne direction, ce qui te ramenait toujours dans la zone sécuritaire. T'étais pas downwind, poussé loin. On était toujours repoussé du bon côté, ça c'est bien. La différence entre quelqu'un qui partirait tout seul faire du kite à un niveau un peu débutant à quelqu'un qui décide un peu débutant de venir avec nous sur un voyage, c'est que nous, on va vraiment maximiser le temps de pratique. Ça veut dire que quand il y a du vent, il faut sauter dessus et que des fois, nous, on est là pour, voilà, il y a un problème de setup d'entrée de jeu, que l'élève a fait des nœuds sur ses lignes, bah, tout de suite, nous, c'est quelque chose qui va nous prendre 2 minutes, c'est réglé, il va quand même être dans l'eau 2 minutes après, que quand lui a ce problème-là tout seul, eh ben, il retourne sur terre, il en perd 20, 25 minutes, des fois 40 minutes. On va toujours les pousser à faire les choses le mieux possible. Et c'est ça qu'ils veulent, hein. Ils veulent venir apprendre à être meilleurs. Et finalement, chaque journée, ils apprennent énormément de choses. Et sortis d'un voyage comme ça, ils sont plus les mêmes. Et ils s'en rendent compte tout de suite quand ils reviennent dans un environnement où on n'est plus là, à regarder ce qui se passe autour et dire ah mais lui, il fait ça mal, lui, il fait ça mal. Parce qu'ils se le sont fait dire pendant une semaine et ils commencent à avoir une vision des choses autour et de tout ce qu'on leur a expliqué qu'il fallait pas faire. Et ils commencent à le réaliser autour d'eux. Et voilà. Et donc, je trouve que le fait de voyager avec nous, ça rend leur voyage beaucoup plus rentable en termes de temps passé en pratique. Donc c'était pas juste moi. Non, moi c'était pareil, Gaël c'était pareil pour tout le monde. C'était moins parfait qu'hier. Ouais, hier c'était génial. C'était bon pour l'ego, mais maintenant... Autant que possible, on essaye quand même de prendre des destinations où le vent est relativement sûr. Je peux pas l'inventer, sauf au Brésil, hein, c'est une destination qu'on fait où là, le vent est garanti, il y en a tout le temps. Maintenant, quand il n'y en a pas, on a d'autres activités à côté, on amène des stand-up paddle, on fait du stand-up paddle, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau local d'intéressant. Vu qu'il n'y avait pas trop de vent avant midi, et je sais que c'est un bon spot pour pêcher le bar rayé. Et voilà, hein, pourquoi pas, on a amené nos cannes à pêche. Donc moi et Leif, on va aller essayer de caster sur l'embouchure là-bas, où normalement c'est un bon spot. On va voir si on est capable de pogner un ou deux bars à manger pour ce soir. Il faut que je me transforme un peu en géo. Là. Je trouve d'autres choses à faire et pour garder les gens enthousiastes et heureux et contents d'avoir fait quelque chose à la fin de la journée. Voilà, donc ici, on va aller cueillir des champignons, on va les pêcher de différentes manières, on va aller visiter un petit peu les ports de pêche et ce qu'il y a à faire. Et puis après, surtout des petites excursions en stand-up, c'est toujours bien. Finalement, on se retrouve sur l'eau et c'est ça qu'on voulait faire. On est juste en face de l'île Miscou, entre Lamec et Miscou. Donc c'est la partie le plus nord de Nouvelle-Brunswick. Quand on fait de kite, c'est un autre monde entièrement. C'est du vent, d'action, un peu de stress, mais de focus. Et maintenant, c'est vraiment l'inverse, que ça calme, on se repose. C'est complémentaire. Un jour où la météo est pas bonne et il n'y a pas de vent, c'est parfait pour pêcher à la mouche. Donc finalement, des fois je prie pour qu'il n'y en ait pas du vent. Ça, je suis capable d'aller pêcher. Alors il y en a, ils vont pas m'aimer, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vent, des fois j'aime ça, moi. La pêche, c'est la seule autre activité que j'aime faire dans la vie à part le kite. Et je suis un peu hyperactif. Alors autant que je peux, c'est kite ou pêche. Et je survis. Sinon je me fais chier. Aïe aïe aïe. S'il y a du vent, on
on travaille tellement que, ouais, là, et puis les gens sont fatigués aussi, mais là, quand j'ai des breaks, il faut que je me repose, fait que je suis plus sur mon travail et enseigner un maximum aux gens et moins sur allez, on fait le party, c'est fou, c'est drôle, enfin, je vous trouve d'autres choses à faire parce qu'il y a voilà, à un moment, physiquement, on passe quand même 7 jours d'affilée, 24 sur 24 avec tout le monde, et s'il y a du vent le matin, on est dans l'eau le matin, s'il y en a le soir, on est encore dans l'eau le soir, on essaye de profiter de chaque moment de vent parce qu'on ne sait pas s'il y en a le lendemain. Fait que s'il y en a tous les jours, nous, on est mort à la fin. Mais bon, les clients sont heureux et effectivement, dès qu'il y a du vent, là, on est à 100% sur notre métier et j'aurai pas le temps de faire autre chose. C'est que c'est pas fort, on le voit dans l'eau, là, il n'y a pas des... On appelle des moutons, des whitecaps partout. C'est correct, c'est pas fort. Ça, c'est travers, ça, c'est upwind, ok? Mais si tu vas trop comme ça, c'est que c'est pas bon. Ok. Tu verras surtout en revenant, c'est pas en allant à gauche que tu auras des problèmes, c'est en allant à droite. Okay? Parce qu'à gauche, tu n'as pas de repère. Pas trop loin au premier à gauche, tu reviens, tu regardes, et puis si tu arrives à aller rider la pointe, c'est bien. Okay. C'est bon? Et si tu es pleine, là tu reviens et on prend la petite. Je vais tirer un peu mon... Ouais. Ça va être comme tu veux. Que j'enseigne. Au bout de 10 ans, on arrive à un résultat où si j'essaye de chaque jour améliorer ce que je fais, voilà, là on arrive à quelque chose de bien. J'avais fait des études pour être prof de sport et puis je me voyais pas rester, en tout cas en France, du temps où je vivais en France, pour faire ça. Et je m'étais dit, moi j'aimerais ça enseigner le kite et monter une école. Je pense que des cours que j'ai fait à l'université pour ça ont aidé aussi un petit peu. J'ai pensé à un moment que mes études ne m'auraient pas été tant utiles, mais c'est finalement en commençant à enseigner que je me suis rendu compte que pas mal de choses que j'avais appris dans ces 2 années d'études ont été sûrement primordiales dans ce que je suis devenu maintenant. Ouais. On avait fait de la pédagogie, on a eu pas mal de pédagogie. J'ai fait aussi des cycles qui étaient en voile. Et donc moi, j'avais jamais fait de voile avant et on a fait de la voile sur la mer Méditerranée à Marseille. Et là, j'ai appris tous les termes de voile que je ne connaissais pas du tout auparavant et qui finalement m'ont été extrêmement utiles par la suite. Et puis voilà, tous les cours, toutes les simulations d'enseignement de différents sports qu'on a fait avec nos instructeurs à l'université m'ont appris à réfléchir et à comprendre à comment améliorer la performance de quelqu'un et travailler sur sa pratique. Il n'est pas rare de perdre sa planche lorsqu'on pratique le kitesurf. Et c'est ce qui vient d'arriver à Manuel. Elle n'arrive pas à la récupérer car la technique pour y parvenir est particulière. C'est l'occasion pour Arthur d'enseigner à Manuel la nage tractée à une main, qui permet de bien positionner la voile et d'optimiser la finesse du pilotage. Comme si tu faisais une main tractée, tu tailles comme ça. Tu vois où est ta voile là? La voile elle est là. Toi tu vas 10-20 degrés au-dessus. Ouais. C'est pas juste ton bras. Regarde comment sont tes jambes. C'est tes jambes, voilà. Tout en lignée. Tu fais ça, la main ici, et tu laisses glisser comme ça, ok? Ouais. J'ai vraiment trippé. Il y avait vraiment de l'apprentissage pour moi quand j'ai perdu ma planche dans les vagues. Rester calme et penser à sa stratégie pour retourner aller la chercher. Ça, c'était un moment fort d'apprentissage et aussi de trip. Ça, c'est la spéciale Manu. Elle a beaucoup de mal à pas assez travailler. Ça, on appelle ça nage tracté upwind ou body drag upwind. C'est une procédure qui te permet de, sans planche, te faire tracter et de remonter le vent pour, en l'occurrence, aller chercher ta planche que tu as laissée trop au vent de toi, trop upwind. Et elle a le défaut qu'a tout le monde de vouloir attraper sa planche directement. Et donc, c'est impossible de se faire tirer par une voile de kite droit vers le vent. Donc, elle dérive.
Ce que je viens de lui faire travailler, c'est sa position. Et normalement, elle va se mettre à glisser et à faire ce qu'on appelle tirer des bords pour remonter chercher sa planche. Aïe, aïe, aïe. Attention, je vais siffler. Eh bien. Dès que tu sens que c'est mou, je veux que tu te penches plus et que tu craignes ta barre fort. Tu fais bouger la voile vite, 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 vite. Et ça reprend, mais attends pas en disant ok, mais j'attends peut-être, ça va revenir. Dès que c'est hop, tu restes bien, plus en arrière tout le temps. Tu as tendance à trop lâcher souvent, surtout quand il y a moins de jus. Alors que quand il y en a moins, tu devrais encore plus te pencher et craquer ta barre un bon coup. Boum, tu l'as fait bouger et je veux que voilà. Et normalement, quand c'est un peu mou, en 1 seconde, c'est réglé, tu repars. Tu peux savoir faire un peu du kite et commencer à être instructeur. Par contre, voilà, moi je trouve pas ça. Il y a des gens qui deviennent instructeurs après 1 année de pratique à peine. Moi, je suis pas pour ça spécialement. Pour moi, ça va un peu vite. Donc même moi, quand j'ai passé mon monitorat, même si ça faisait déjà 5-6 ans que je faisais du kite, 7 ans, j'étais pas un bon instructeur à la sortie de ça. Ça prend des cours et des cours et des cours et de l'expérience et puis des retours des gens pour te dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et c'est surtout beaucoup d'heures passées à l'enseigner et à essayer de comprendre quelles sont nos erreurs. Et voilà. Et tu vas faire exprès de perdre ta board pour regarder si on y arrive. Okay. Un moment loin là, tu la perds, tu fais une nage tractée un petit peu downwind et on travaille. C'est juste pour que tu comprennes qu'il n'y a pas de stress, ok? Tu l'as vu tout à l'heure? Oui. Mais bon, quand tu es parti, tu passais déjà au-dessus, tu gagné l'avant. Oui. Malgré tout, si tu écoutes et que tu fais ce que je fais tout à l'heure, et que tant qu'elle est au-dessus de ton épaule, tu te dis pas j'essaie de l'attraper, tu l'attraperas que quand elle est en dessous, toi, d'accord? Et tu fais hop, 50 mètres d'un côté, tu changes, 50 mètres de l'autre, tant qu'elle n'est pas en dessous, tu t'arrêtes. Ouais? Tu le fais quand tu veux, mais j'aimerais te le voir le faire une fois, ok? Ouais, mais pas trop large. Non, pas trop large. Le problème de Manu, là, avec sa planche, les 2 autres ont le même. C'est juste qu'ils s'en sortent bien, qu'ils n'ont pas eu à faire la procédure depuis qu'on est arrivé, mais je sais que quand ils auront à la faire, ils vont pas forcément y arriver, et je les attends au tournant, je vais les faire retravailler. Je leur avais dit dès le premier jour qu'on travaillerait ça, on n'a pas encore eu la chance de le faire, mais c'est juste que les gens... stressés par la perte de leur planche, cherchent à trop remonter le vent tout le temps et au lieu de s'en approcher, ils dérivent plus vite que la planche et ils n'arrivent jamais à l'attraper, ils s'épuisent. Voilà, donc c'est le même principe que j'ai un voilier, je veux remonter le vent, je peux pas tourner mon voilier tout droit vers là où je veux aller, ça marchera pas, il va dériver. Bah là, le stress fait que les gens font tout de suite ça, obligatoirement, tournent le bras vers la planche et ça va de mal en pire. Donc tant qu'ils ont compris le truc et qu'ils ont concédé qu'il fallait passer des fois 30-40 secondes à se faire tracter dans l'eau d'un bord et de l'autre sans essayer de l'attraper. C'est compris, c'est fini. Et c'est une barrière psychologique à passer un peu là. Voilà. Faire autre chose? Je sais pas, non, viens. Ah, du surf? Ah, tu voudrais partir avec le surf? Ouais. Tu veux essayer ça? Ouais. Au pire, je tombe. Au pire, tu tombes, ça va pas être grave. Les planches que j'ai comme celle qui est en main, c'est ce qu'on appelle les twin tips, c'est-à-dire qu'on peut aller des 2 côtés avec. Le surf, c'est une planche qui est plus une planche de surf, avec des straps, donc qui est attachée au pied, comme celle-ci, mais qui est unidirectionnelle. C'est-à-dire que quand tu vas dans un sens, c'est comme un kiteboard, mais dans l'autre sens, il faut aller sur les doigts de pied, plutôt que sur les talons. Donc on fait ce qu'on appelle du toe drag, du toe side, je veux dire. J'en ai fait juste une fois dans les îles, et on va voir ce que ça donne. Même si les vagues sont impressionnantes, tu vas voir arriver, puis les genoux, ça va tout seul. C'est comme dans du beurre, c'est très bien. Ça doit pas rouler comme ça là, tu vois? Oui. Ça doit rouler un peu à plat devant toi,
un petit peu comme ça, mais pas comme ça. Okay. Donc tu as quand même le pied avant qui est relativement devant. Le pied arrière n'est pas forcément complètement derrière. Tu peux l'amener ici, c'est plus simple. Ok. Ça. Okay. Tu n'es pas en train vraiment d'appuyer sur l'arrière. Tu dois, la jambe avant qui est tendue, tu dois la rabattre un peu pour que ton surf il reste un peu à plat. Oui. On travaille moins avec le head, tu travailles plus avec les ailerons, d'accord? Oui. Donc t'es pas comme ça, t'es rabattu devant, avec le pied qui travaille plus ici comme ça grâce au fil. T'es pas comme ça comme le truc type, ok? Voilà, tu vas peut-être galérer à le mettre au début, mais c'est pas grave, ça va prendre 5 minutes. Avec un surf comme ça, strapless, c'est différent parce que justement il n'y a plus de strap pour les tenir à tes pieds. Donc c'est un peu compliqué à mettre au pied au début. Elle a déjà fait plusieurs planches comme ça strapless, mais pas avec un plan d'eau qui bouge comme celui-là. Donc on va voir. Par contre après, une fois que tu glisses dessus, dans des vagues comme ça, c'est plus doux parce que le rail de la board est plus doux, que tout est plus arrondi, que c'est plus confortable. Elle devrait s'en sortir. Arthur a une manière très directe et pour nous, on aime bien. Arthur a cette façon de te pousser un peu plus loin que ce que tu oserais faire, dans la mesure de tes capacités. Arthur sait d'où on vient, il nous a vu progresser. Et donc, Arthur peut impressionner, mais c'est un sport dans lequel il faut vraiment te sentir en confiance et parfois te faire pousser un peu plus loin que ta zone de confort. Donc, c'est ça. Ouais, c'est pas un sport pour les timides. Et avec Arthur, s'il y a confiance en toi, tu vas essayer de... Te pousser un peu plus au-delà de ce que tu oserais faire tout seul. Je pense que c'est la première fois que Leif, il en fait dans la mer avec plus de courant que d'autres endroits, des vagues au bord du courant. Ça change, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais raidé là-dedans, qui raident toujours des lagunes ou des endroits vraiment avec un plan d'eau très stable. Là, il est dans un plan d'eau instable, ça change beaucoup de choses. C'est ça que ça intimide au début, tu as l'impression de ne plus y arriver. Ça frustre, mais voilà, il a compris le truc. Et là, il va avoir une bonne session dans la mer, c'est bien. Je crois que j'ai amélioré, mais je crois que c'est vraiment un sport qu'il faut faire, à mon avis, de longues heures. Il faut avoir beaucoup d'humilité et pas se croire plus avancé qu'on ne l'est. C'est l'heure d'aller chercher des champignons pour agrémenter le repas du soir. La péninsule acadienne, c'est le pays de la chanterelle commune, ou girole, l'un des champignons les plus recherchés des amateurs. Pour nos kitesurfeurs, la journée et la cueillette ont vraiment été excellentes. Oh, il est énorme, lui! C'est beau, ça! Le Canada, internationalement parlant, ne serait pas, je pense pas, une destination kite. Il n'y a pas personne qui va se dire je vais venir au Canada spécialement pour faire du kite. On a plus affaire à des touristes qui disent ah, je ne savais pas qu'il y avait du kite ici. Vas-y quand tu veux.
Ça vient pas tout de suite en tête des gens qu'on croise à l'étranger, mais une fois qu'on leur dit et qu'on leur a montré des photos de là où on est capable d'en faire, ils sont impressionnés, intéressés. Et finalement, de voyager dans un pays francophone, c'est des choses que les Français aiment beaucoup. Et voilà, le mix fait que la destination est bonne. Alors quand tu tiens la poêle comme ça, la tête comme ça ici, tu tends ton bras comme ça et après tu fais comme ça, ok? Voilà, aux 10 km que tu as fait pour descendre. Ouais, santé, bravo. Félicitations tout le monde. C'est fou là. Trop beau, l'eau est belle, c'est magnifique. Une fille qui vient de m'appeler qui veut une 7 mètres Diamond. Ok. On va lui vendre la 9 mètres démo. Elle veut une 7. On va mettre un email à Kyle. Est-ce qu'elle pas d'en avoir? 7 mètres, je sais pas, c'est pour ça, non, faut demander. Arthur, tout le monde le connaît. Ici au Québec, tout le monde a entendu parler de lui. Il a appris à beaucoup de monde à Montréal, donc grâce à lui, j'imagine qu'il y a plein de monde qui font du kite maintenant, que c'est lui avec lui qu'ils ont commencé, même s'ils ont poursuivi après de leurs propres moyens. En créant la boutique à Montréal, qui était tout petite au début, qui fait juste agrandir à chaque année, a vraiment amené le kite à Montréal, d'une certaine manière, parce qu'avant ça, il fallait sortir de l'île de Montréal pour aller s'acheter du matériel de kite ou l'acheter aux États-Unis ou en Ontario. Maintenant, on est chanceux, on a une grosse boutique spécialisée en kite là, qui est à Montréal. Je me suis dit, je vais venir au Canada. J'aurais pu le faire aussi en France, mais bon, j'avais vu qu'il y avait plus d'opportunités a priori pour démarrer les choses au Canada, là où c'était déjà bien implanté en France. Il y avait besoin parce qu'il n'y avait pas 30 000 écoles, il y avait quelques gars qui donnaient des cours, mais voilà, personne n'a duré très longtemps. Je suis l'école qui a toffé le plus longtemps dans la région de Montréal. Je me suis entouré d'une bonne équipe, j'aurais jamais pu faire ça tout seul. J'ai beaucoup délégué avec quand même des bonnes responsabilités à tout le monde en disant « toi, occupe-toi de cette section-là » et chacun a son travail spécifique qui fait en sorte que moi, je peux sauter de l'un à l'autre et juste aller régler les problèmes quand il y en a. Il va te refaire de l'époxy, il va te refaire le thread qui va être bon là. Okay. Tes filets seront bien et on va repartir à zéro sur tout là. Il va checker tout, ça va. Bah déjà, à la base, Arthur, c'est un ami. Je l'ai rencontré en France. C'est lui qui m'a initié au kitesurf. Et puis, quand il a eu l'idée de faire cette entreprise, il a pensé à moi directement parce que je viens un peu de boutique où j'ai été gérant. Donc, et comme c'est un sport que je pratique, que j'adore, ben, ça a été un peu naturel qu'il me propose la place. Arthur, c'est quelqu'un qui est perfectionniste. Il a un sens de l'observation, il arrive à gérer, il arrive à comprendre de suite le niveau des gens. C'est un truc qui est extraordinaire sur un spot. Il arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe sur un spot de kite. Il est capable de savoir si une personne est en difficulté ou pas. Il a une analyse qui est extraordinaire. Je pense que c'est depuis toutes les années où il pratique, où il enseigne, où il a développé cette qualité-là. C'est un sport qui, oui, bien sûr, prend de la popularité et de plus en plus, on le voit à la boutique. Je veux dire, il y en a de plus en plus de gens qui viennent en demande pour des cours. On a des demandes qui sont en constante augmentation. C'était effectivement ma passion et je suis toujours heureux de l'enseigner. Maintenant, c'est juste que physiquement, j'en fais moins qu'avant et j'ai des instructeurs qui vont m'aider à enseigner à notre liste d'attente là. Mais voilà, non, je suis très heureux de faire ça. All right. Et bye. Ciao, ciao. Bien qu'Arthur ne se lasse pas de sa passion pour le surf, il est tenté par le kite foil, cette dernière tendance à la mode qui lui promet des nouvelles sensations de glisse. Le kite foil se compose d'une planche de kite et d'un mât fixé sous la planche pour pouvoir décoller de l'eau et voler au-dessus des vagues. Même par vent léger, on peut atteindre des vitesses impressionnantes. Il faut être un kitesurfeur parfaitement autonome pour passer au kite foil. Alors Arthur peut prendre sans crainte son envol. Ça fonctionne comme une aile d'avion. Une aile d'avion qui, en avançant vers l'avant, va créer du lift à un avion et le faire s'envoler. Bah, c'est de la même manière. Cet aileron qu'on va mettre sous notre planche de kite. Dès qu'on va lui donner un petit peu d'inertie vers l'avant, ça va créer du lift. Et au lieu que je pèse 90 kg, je vais peser moins 5, moins 10 kg parce que ça va me propulser vers le haut, ça va me lifter. Petite session de foil offshore côté mer.
C'est beau parce que c'est plat, mais par contre, si j'ai un problème comme là, à la fin, j'étais limite, bah, le vent m'aurait amené au large. Donc c'est pas recommandé, mais avec un hydrofoil, on est tellement capable de remonter le vent et d'en inventer qu'à la limite, on peut se permettre de tricher un peu et d'y aller. Mais hein, vous voyez pas souvent avec une veste, mais là, je suis obligé de la mettre là. C'est trop chaud, mais par contre, c'est extraordinaire. Il y a des barres rayées qui sautaient dans l'eau. C'était fou là. Trop beau, l'eau est belle, c'est magnifique. En cette dernière journée du voyage, Arthur propose de nouveaux sites de kite à Manuel, Gaël et Laïf. Cette fois, il les amène près du charmant village de Chiasson, situé au sud de l'île Lamec. Il a vu juste, car les conditions sont idéales et un grand soleil les attend. Cette journée restera d'ailleurs la plus mémorable pour Gaël et Laïf. Alors, ce matin, on est venu dans une espèce de lagune un peu plus collée à Chipagan. On cherchait vraiment de l'eau plate. On est arrivé sur le site, on est à marée quand même relativement basse. C'est bien, c'est plat. Il manque des fois un petit peu de vent. Non, sinon c'est pas mal, ça devrait être bien, on va voir. On a envoyé une personne dans l'eau pour faire un peu les tests, de savoir qu'est-ce qu'il fallait et comment ça va marcher. On va setter les autres en conséquence. Si on regarde 90% des gens, on va dire que j'étais au tout début. Après, il y a quand même des gars qui ont commencé avant moi. Il y avait des instructeurs même à ma génération, c'est juste qu'il y en avait beaucoup moins. Donc il y en avait d'autres, mais ouais, par rapport au commun des mortels en kite au jour d'aujourd'hui, oui, ça fait longtemps que j'en fais. Ouais. Moi, j'ai vu justement ces pionniers américains à la télé. J'ai vu des films de Robinech qui faisaient du kite à Hawaï. Et j'étais là, ça a l'air fou. Moi, j'ai jamais trop vécu au bord de la mer, fait que j'y pensais, mais je trouvais ça un peu intouchable pour moi. J'étais dans la région parisienne, j'étais à l'université, j'en parlais à un ami, je lui dis ah, ça a l'air fou, moi j'ai envie de faire du kitesurf. Et puis lui me dit ben moi j'en fais. Voilà. Ben, parfait. Alors on est allé une fois utiliser sa voile, parce que juste manipuler le cerf-volant, c'est la complexité au début, donc j'étais allé faire voler un peu sa voile sur une plage. Bon, j'ai cassé sa voile la première fois que j'ai sorti, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et à partir de là, les premiers feelings de traction qu'on a eu, même sans planche, simplement de se faire tracter par le cerf-volant que toi-même tu contrôles, voilà, c'était fini, c'était fait. Là. Il fallait que je m'en achète un, je m'en suis acheté un et c'est parti. Après, ça n'a jamais arrêté. C'est toujours le cas, hein? Dès qu'on est sur le kite, tout va bien. Oui. C'est juste l'anticipation avant qu'on part. Dans notre tête qui lâche la barre, pousse le pied, pointe les hanches. Donc, mets la jambe devant droite, mets ton poids vers l'arrière. J'ai vraiment fait l'effort de mettre la jambe droite cette fois-ci. Oui. Mais il y a un moment d'indécision que le kite a playé, donc j'ai eu un petit crash. Mais... Un petit zigzag en revenant pour faire du downwind. Très, très à pointe, surtout dans la grosse voile. C'est vraiment mon vent favori, c'est quand le vent revient vers la plage. Toujours vers la plage. Tu peux revenir super facilement. Tu travailles pour t'éloigner, puis tu reviens en ridant. Ça glisse. À date, le meilleur spot. Oui, on a la place sur le gazon, on a la plage, on a le phare. On a le phare en arrière de moi, oui, ça c'est magique aussi. Un des moments que je n'oublierai pas, c'est arrivé cet après-midi avec le soleil qui se couche et j'ai vraiment une bonne position et je laisse mon main sur la barre et je touche l'eau avec l'autre. C'est vraiment, c'est la liberté, je chance, c'était un moment parfait pour moi. Arthur, il se soucie de notre sécurité et on a cette sens, parce que des fois, sur la mer, on a un peu le sens d'être vulnérable, mais on sait qu'il prend soin de nous. Arthur connaît très bien son métier. Il le connaît, je crois qu'il est né sur une planche. Il est très bon pédagogue et il a beaucoup d'empathie. Je crois qu'il apprend vite à connaître les gens, à savoir quelles sont leurs limites.
Sa grande qualité, c'est qu'il a les yeux tout autour de la tête. Il voit tout le temps. Même quand tu penses qu'il n'a pas vu ton erreur, il l'a vu. Mais il va aussi prendre son temps pour bien expliquer. Il explique et il veut s'assurer qu'on a tous très bien compris en théorie. Et la pratique, il retourne tout le temps. Il est encore en train de me dire comment plier les voiles. Quand les gens me disent « t'as de la chance », et moi je dis « ouais, j'ai de la chance parce que je travaille beaucoup », oui, mais effectivement, je travaille dehors, je travaille dans l'eau, je travaille au soleil, et que finalement, il y a des gens qui prennent de la vitamine D tous les jours parce qu'ils ne voient pas le soleil, et moi j'en prends tout le temps, et puis physiquement je vais bien, ou je me sens bien, ou j'ai de l'énergie parce que ouais, je passe du temps dehors et que j'aime ça retrouver la mer, l'eau salée, j'aime ça sentir énormément de vent, pousser du sable dans ma face, j'aime ça découvrir des nouveaux sites ou des endroits où il y a de l'eau partout dans le monde. Ça j'adore, c'est sûr et certain que j'adore ça et que c'est une grosse partie qui fait que j'adore mon métier. Ouais.